Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Et le moment est venu sur Europe 1 de notre rendez-vous quotidien avec l'histoire et avec Franck Ferrand, bien entendu. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous pouvez mettre un grand H au mot histoire aujourd'hui, car nous allons parler d'un grand chef de guerre couronné de laurier à 22 ans et qui va néanmoins se rebeller contre son roi. En effet, Louis II de Bourbon, duc d'Enghien, futur prince de Condé, surnommé le Grand Condé dans l'histoire, eh bien ce grand chef va jusqu'à trahir la couronne et se retourner contre Louis XIV. Alors on comprend mieux pourquoi Simone Berthier l'a qualifié de héros fourvoyé. Oui, c'est en effet le sous-titre de la biographie qu'elle lui consacre. Simone Berthier est la reine, que dis-je, elle est l'impératrice des biographies historiques. Son précédent ouvrage sur Mazarin était magnifique, et bien celui-ci ne l'est pas moins. Je suis très heureux de la recevoir cet après-midi dans Au cœur de l'histoire. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. J'avais envie de commencer par une phrase à la Francis Blanche en vous disant que c'est sans aucun doute le plus glorieux mardi matin de l'histoire de France, ce jour-là. Le 19 mai 1643, une armée française hâtivement rassemblée sous les ordres d'un tout jeune prince de 22 ans, Louis de Bourbon, s'apprête à affronter les Espagnols de Don Francisco Melo de Bragance, gouverneur des Pays-Bas, qui vient de mettre le siège devant la petite place de Rocroi. Rocroi, c'est l'ultime verrou sur la route qui, suivant la vallée de l'Oise, devrait conduire dangereusement les Espagnols aux portes de Paris. Donc, en ce mardi matin, la France est en deuil. Le pauvre roi Louis XIII a finalement rendu l'âme, 4 jours plus tôt, au terme d'une bien pénible agonie. Le roi lui-même, du reste, n'a fait que suivre dans la tombe son providentiel ministre, le cardinal de Richelieu, qui est mort quelque temps avant lui, le 4 décembre de l'année précédente. 2 grands décès qui, à la tête du royaume de France, créent un bien grand vide, créent comme un appel d'air. Pendant ces derniers temps, pendant ces derniers jours, Louis XIII, souffrant, n'a cessé d'attendre comme une dernière lumière en ce monde la nouvelle d'une victoire des Français sur les Espagnols, nouvelle qui lui aurait permis de s'en aller en paix. Cette nouvelle n'est pas venue, ou plutôt, elle vient mais trop tard. Elle vient 4-5 jours après l'heure. Mardi 19 mai 1643, ainsi donc, 5 mois après la mort du cardinal et seulement 5 jours après celle du roi, le bouillant Louis de Bourbon, duc d'Enghien, il ne deviendra prince de Condé qu'à la mort de son père, 3 ans plus tard, le duc d'Enghien, donc, du haut de ses 22 ans, contemple l'amalgame, disons assez hirsute, des spadassins et des mercenaires assez mal assortis qui lui servent d'armée. Il sait qu'il n'a aucun droit à l'erreur, ce Louis de Bourbon. Les Espagnols ont manqué 2 fois leur chance. En 1553, ils étaient victorieux à Saint-Quentin, mais ils ont renoncé à marcher sur Paris. Et puis en 1636, ils se sont avancés cette fois jusqu'à Pontoise, sans pousser vers la capitale. Eh bien, cette fois, ils pensent que ce sera la bonne. Il n'y aura pas de 3e hésitation. Cette fois, leur but affiché, c'est Paris. Un Paris sans roi, sans grand ministre. Enfin, quand je dis sans roi, il y a un petit roi, mais il a 5 ans, Louis XIV. Hein. Sans grand ministre, du moins c'est ce que pensent les Espagnols, ni la régente Anne d'Autriche, ni le cardinal Mazarin n'ont encore eu l'occasion de montrer leur force. Alors, précisons-le d'entrée de jeu, le tout jeune général, bien conseillé par un homme de guerre de premier ordre, Jean de Gassion, qui lui-même n'a que 34 ans, le duc d'Enghien a choisi de s'inspirer de la tactique militaire mise au point depuis peu par Gustave Adolphe de Suède. Il va privilégier les éléments légers, les éléments très mobiles de son armée, capable de harceler l'ennemi par petits raids, à la manière des guêpes, vous voyez, des unités capables de se replier aussitôt, puis de repartir à l'attaque sur un autre front et de manière ultra ciblée. Disons-le, ça c'est tout l'inverse des méthodes espagnoles des tercios. Ce qu'on appelle les tercios, ce sont ces
espèces de gros bataillons d'infanterie, souvenir des légions romaines, des armées qui se forment en carré épais et qui marchent droit sur l'ennemi pour l'écraser comme un rouleau compresseur. Si je puis dire, grâce à cette tactique légère, assez peu orthodoxe, Condé va avoir dans cette bataille, qu'on va appeler la bataille de Rocroi, puisqu'elle se livre sous les murs même de la petite place de Rocroi assiégée, il va avoir dans cette bataille de Rocroi une guerre d'avance sur Mello. Regardez-le 5 minutes, ce jeune général qui caracole en tête de sa drôle d'armée de Picardie. Cette armée dont Louis XIII, c'est une de ses dernières décisions en tant que roi, l'a fait chef. Et cela au tout début de l'année. Regardez-le, admirez ce profil d'oiseau de proie qui, en dépit de sa jeunesse, fascine tous ceux qui l'approchent. Assurément, il n'a pas une beauté classique, le duc d'Enghien, avec son nez en bec d'aigle et son menton fuyant. Mais il a la beauté de l'extrême noblesse et de l'énergie qui brûle dans un regard de feu, le regard le plus magnétique peut-être de tout le XVIIe siècle. Un extrait sur Europe 1 de l'air de cour composé par Michel Lambert, Franck. On est en plein dans cette fin du règne de Louis XIII. Alors, le chef espagnol, il s'appelle Mello, a disposé toute son armée devant Rocroi. Donc, il est sur une sorte de plateau assez sec, assez bien disposé. Évidemment, comme il est arrivé le premier, il a l'avantage de la place, comme on dit. Et sur ce plateau, il a mis au centre tout le gros de son armée, puis 2 ailes, bien entendu. Il dispose de 28 000 hommes contre 20 000 seulement du côté d'Enghien. On va l'appeler Enghien, si vous voulez, notre futur Condé. Ce sont des hommes extrêmement bien entraînés, qui disposent d'une artillerie puissante. Il y a cet énorme au centre, le gros, c'est l'infanterie des tercios espagnols, qui passe pour invincible à travers toute l'Europe. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, Mello attend un renfort de quelques 6 000 hommes. Donc il se sent sûr de lui, il n'a qu'une espérance, c'est que le duc d'Enghien l'attaque au plus vite finalement pour lui donner une bonne leçon une fois pour toutes. Alors, au conseil de guerre qui se tient le 17 mai, le duc d'Enghien, le jeune duc d'Enghien, évidemment, doit se confronter à ses propres chefs qui ne veulent pas attaquer, qui considèrent qu'ils sont en position de faiblesse, aussi bien du point de vue stratégique que du point de vue même de l'entraînement de leur armée. Eh bien, il n'écoute pas ces conseils. Enghien décide de livrer bataille, et de livrer bataille sans tarder. Le 18 mai, dès la pointe du jour, le voilà qui pousse ses troupes, 6 000 cavaliers, 14 000 hommes de pied, dans une espèce d'étroit défilé, un défilé boisé, c'est entouré, c'est plein de ronces, on n'avance pas très facilement, mais on avance vers le plateau où Mello attend de pied ferme. Dans le courant de l'après-midi, toute l'armée française, l'armée de Picardie, comme on l'appelle, est en ordre de bataille. Ce qui veut dire que le gros de l'armée est face au gros de l'armée espagnole et chaque aile en face aussi. Aile contre aile, gros contre gros. Tout ce monde-là n'est séparé que par un petit vallon léger et broussailleux. Un véritable clos, nous dit Marc Blancpain, dans le beau livre qu'il consacre à la bataille de Rocroi et qu'il a appelé Le Mardi de Rocroi. C'est édité chez Hachette, Le Mardi de Rocroi. C'est un titre qui fait penser bien sûr au Dimanche de Bouvines de Georges Duby. C'est un clin d'œil, c'est une citation. À 6 heures du soir, les 2 armées n'attendent plus pour attaquer que l'ordre de leur chef. On pense donc que la bataille va avoir lieu, il fait jour assez tard, au mois de mai, la bataille va avoir lieu en soirée. Et puis voilà qu'alors que chaque chef est encore sous sa tente en train d'analyser les cartes de l'endroit, eh bien, un des chefs de Condé, du duc d'Enghien, il s'appelle La Ferté, engage les opérations, il fait donner la première ligne de l'aile gauche de l'armée française. Ça, c'est une désobéissance incroyable.
Pourquoi La Ferté a-t-il donné cet ordre? Probablement parce qu'il était jaloux de l'influence qu'avait Gassion sur le jeune duc d'Enghien et qu'il voulait montrer lui aussi ce dont il était capable. Immédiatement, en face, bien entendu, les Espagnols mettent la première ligne de leur aile droite en marche. Ça va être un affrontement assez terrible. Immédiatement, les chefs sont prévenus, et Enghien va arrêter la manœuvre, si je puis dire. Il arrive à faire stopper la manœuvre de La Ferté, à faire reculer ses propres hommes. Et ce qui est extraordinaire, et ce sera pour le duc d'Enghien un enseignement incroyable, c'est que Mello, dans cette affaire, ne profite pas de son avantage. Il n'essaie pas d'exploiter la faute de l'adversaire. Il se remet lui-même en place. Ça signifie qu'il n'est pas très réactif. Oh, il est peut-être puissant, il est peut-être sur le papier victorieux d'avance, mais en vérité, il n'est pas capable de réagir à l'attaque. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, si je puis dire. Le problème, c'est que toute cette fausse manœuvre a pris beaucoup de temps. Le soleil est déjà très bas sur l'horizon et le duc d'Enghien décide de remettre l'attaque définitive au lendemain. On ne peut plus attaquer, on ne va pas se battre en pleine nuit, bien entendu. Il va falloir quand même attaquer très tôt le lendemain, parce que, grâce à des espions dans les rangs espagnols, le duc d'Enghien a appris que les renforts qu'attendait son adversaire, qu'attend Mello, devraient arriver aux alentours de 10 ou 11 heures le lendemain. Il faut donc que toute la bataille soit gagnée avant 10h30 du matin. Ça ne va pas être facile. Le duc d'Enghien se fait réveiller extrêmement tôt. À 3 heures du matin, on le voit passer au milieu de toutes ces lignes à 3 heures, et c'est évidemment une acclamation générale qui suit ce jeune chef qui n'a pas mis de casque, il porte juste un chapeau avec un grand panache blanc à la manière d'Henri IV, bien entendu. Évidemment, il sait haranguer les troupes et les soldats, bien qu'inférieurs en nombre et bien que placés dans des positions moins avantageuses, n'ont eux aussi qu'une attente, c'est de se battre, c'est d'aller en découdre avec les Espagnols. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit qui nous relate sur Europe 1 l'une des plus grandes batailles de l'histoire menée par le jeune duc d'Enghien, Franck. Alors ce jeune duc d'Enghien, le futur grand Condé, va effectivement mener la bataille de Rocroi. Nous sommes le 19 mai 1643, une date importante de l'histoire de France. Et il a harangué ses troupes, bien entendu. Voilà ce que d'après l'arrêt nous dit Desormeaux des propos tenus par Enghien au matin de la bataille. « Les voici, hurle-t-il devant les soldats, ces vieux ennemis, ces superbes Espagnols contre lesquels nous disputons depuis si longtemps de la gloire et de l'empire. Rappelez-vous la bataille de Cérisole, gagnée par un prince de mon sang et de mon nom. Imitez le courage de vos aïeux, je ne dégénérerai point de celui de mon prédécesseur, que le même ennemi qui servit en Italie de trophée à sa gloire honore aujourd'hui notre triomphe dans les plaines de Rocroi. » En guise de plaine, ce sont plutôt des petits plateaux bourrés de ronçailles et entourés de haies, qui en fait une sorte de champ clos dont il faudrait parler. Les trompettes sonnent et voilà, c'est l'attaque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très intelligemment, le duc d'Enghien a pris place à la tête de l'aile droite du dispositif français. Donc il est sur la droite du dispositif, face à des troupes qu'il sait un peu plus faibles, et il a appris, parce qu'encore une fois les Français sont bien renseignés, il a appris que face à lui, le chef espagnol, qui s'appelle Albuquerque, a caché des mousquetaires derrière des taillis pour attaquer ses propres soldats sur leur flanc droit. Donc tout ça, évidemment, le duc d'Enghien le sait. Et ce qui est très fort, c'est qu'il décide, on est loin des règles orthodoxes de la bataille, il décide, avant d'attaquer de front l'aile gauche ennemie, il décide d'aller attaquer ces fameux mousquetaires. C'est-à-dire qu'il les met hors d'état d'attaquer avant même que ne commence la véritable bataille. Puis ensuite, il se replie bien entendu sur l'aile gauche espagnole et il va faire un véritable carnage. Pendant ce temps-là, Mello, qui lui aussi est à la tête de l'aile droite espagnole de son côté, fait la même chose sur La Ferté, qui la veille était parti avait fait un faux départ, comme on dirait en natation ou en athlétisme, vous savez. Et ce qui est très fort, c'est que l'infanterie dont dispose Mello va tailler en pièces celle de La Ferté. Donc il y a une faiblesse du dispositif des deux côtés, du côté gauche. C'est assez fort. Le duc d'Enghien est averti de la déroute de La Ferté. Alors à ce moment-là, il va abandonner à l'un de ses seconds la poursuite des cavaliers et des fantassins d'Albuquerque qu'il a vraiment mis en fuite. Et lui, avec ses propres cavaliers, le voilà qui rallie un certain nombre de troupes sur le flanc gauche pour essayer
décider d'attaquer à son tour Mello et les siens. Ça va être un ensemble de petites victoires. Finalement, cette victoire bien connue de Rocroi n'est qu'un ensemble de petites victoires tactiques d'un chef extrêmement mobile et ultra réactif. C'est ça peut-être qu'il faut retenir de cette, sans entrer dans tous les détails, je vous promets de vous faire grâce de l'essentiel des détails de la bataille elle-même. Alors, il reste quand même, après que les ailes se sont bien battues, reste le centre, toute cette espèce de gros de l'infanterie de part et d'autre. Alors, pour l'instant, il n'y a eu que des escarmouches dont le but est de maintenir une armée face à l'autre pour pas qu'elle s'en aille au secours des ailes. Et puis voilà que cette fois, le duc d'Enghien, avec peu de cavalerie, mène la charge, avec aussi l'infanterie qui lui reste, qu'il fait rabattre, il mène la charge contre le gros de l'armée espagnole. Ce gros est tenu par Fontaine, qui attendait cette charge et qui attend pour tirer que les Français soient extrêmement prêts. Ce qu'ils ne pouvaient pas deviner, les Français, c'est qu'au milieu de cette espèce d'énorme masse de soldats d'infanterie, de fantassins, se trouveraient des pièces d'artillerie importantes, des canons qui se mettent à tirer, à les déchiqueter. Néanmoins, et ce sera long et ce sera difficile et il faudra 3 charges extrêmement dures, 3 charges furieuses. Néanmoins, dans l'après-midi, on peut dire que Condé va obtenir la victoire. Mais c'est très difficile. Le duc, nous racontera plus tard Bossuet, certain de la victoire la plus entière, tombe à genoux avec toute son armée sur le champ de bataille pour en rendre hommage à l'arbitre souverain des empires. On reconnaît bien là la prose et les saillies enlevées du grand rhéteur. Puis il se jette au cou de Gassion, il embrasse tous ses généraux. Bref, il a gagné. C'est une victoire totalement inespérée. On peut seulement regretter que le roi Louis XIII soit mort, quelques heures trop tôt pour apprendre ça. Le paradoxe de cette victoire, c'est qu'elle va finalement dévorer son artisan lui-même. Elle va, sur un autre plan bien sûr, se révéler fatale ou tout au moins néfaste à celui que Paris, déjà tout énamouré, n'appelle plus que le nouvel Alexandre. Le duc d'Enghien a été flatté dans son orgueil qui était déjà grand. Le futur prince de Condé adopte très vite une attitude altière, certes, mais presque supérieure. Une attitude fière, c'est certain, mais aussi arrogante et méprisante envers toutes et tous, à commencer par cet Italien souffreteux de Mazarin qu'il se met instantanément à regarder de très haut. À la gloire de Rocroi va venir bientôt s'ajouter celle des victoires en cascade de Fribourg, de Nordlingen et plus tard de Lens. Nous verrons tout à l'heure, en compagnie de Simone Berthière, comment cette réputation immense gagnée à Rocroi, comment cette réputation le Grand Condé va la gaspiller. Un temps fidèle au roi, légaliste pendant la fronde parlementaire, il ne supportera pas que la régente veuille mettre un frein à tous ses excès. Et après un séjour en prison, on va le voir prendre la tête de la fronde des grands. Il deviendra l'ennemi de la couronne, l'allié de ces Espagnols qu'il avait pourtant, en ce 19 mai 1643, battu à plate couture. C'est une autre histoire à laquelle nous allons venir. C'est presque, on pourrait dire, concernant Condé, c'est presque un second destin. Il n'en reste pas moins que Rocroi a été une très grande victoire. Ça marque le début de la suprématie militaire française jusqu'à Waterloo, jusqu'en 1815. À travers Rocroi, on peut dire que c'est une nouvelle monarchie française extrêmement puissante, extrêmement forte, dans un pays unifié qui s'impose à l'ensemble de l'Europe, mais qui s'impose aussi à l'esprit des Français eux-mêmes. Cette victoire aux multiples résonances, personne ne pourra la retirer au Grand Condé. Grand Condé, ce sera son nom dans l'histoire, un Grand Condé bourré de défauts peut-être, mais un Grand Condé qui mérite ce nom par la taille de ses mérites. Je laisse le dernier mot au cardinal de Retz. La nature lui avait fait l'esprit aussi grand que le cœur, écrit Retz. Ray, devrais-je dire. Mais on ne lui a pas inspiré d'assez bonheur les grandes et généreuses maximes qui sont celles qui font et forment ce qu'on appelle l'esprit de suite. Il n'a pas eu le temps de les prendre par lui-même parce qu'il n'a été prévenu dès sa jeunesse par la chute imprévue des grandes affaires et par l'habitude au bonheur. Ce défaut a fait qu'avec l'âme du monde la moins méchante, il faut le souligner ça, il a fait des injustices et qu'avec le cœur d'Alexandre, il n'a pas été exempt non plus que lui de faiblesse, qu'avec un esprit merveilleux, il est tombé dans tant d'imprudence. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invitée sur Europe 1, l'historienne Simone Berthière, auteure de Condé, le héros fourvoyé, aux éditions de Fallois.
Simone Berthière n'aime pas qu'on dise que ses biographies historiques sont des chefs-d'œuvre. Elle trouve ça démotivant pour la suite. Seulement, la vérité m'oblige à vous dire qu'après son remarquable Mazarin, dont nous avions parlé ici, ce nouvel ouvrage, Condé, le héros fourvoyé, est un modèle du genre à la fois très précis, très équilibré, très enlevé, comme toujours. Je vous promets quelques heures d'une lecture délectable. Nous venons de revivre Rocroi et la suite et la campagne d'Allemagne, autant dire la naissance de ce jeune duc d'Enghien dans la peau d'un Alexandre moderne. Lorsqu'on a si jeune accumulé tant de gloire et que l'on n'a pas eu la grâce de mourir au combat, comment peut-on continuer à vivre ? C'est la question qui va sous-tendre désormais l'existence de celui qu'on appelle le Grand Condé. Plutôt que César, c'est Alexandre dont le nom revient le plus souvent dans l'avalanche d'éloges, en prose et en vers, qui s'abat sur lui. Plus jeune, plus impulsif, moins contaminé de politique, le prince macédonien correspond mieux à l'image du héros parfait qui prévaut alors, nous dit Madame Berthière dans cette belle biographie. Et elle poursuit un peu plus loin. Il n'a plus à imiter les romans. Ce sont les romans qui le prennent pour modèle. Dans beaucoup d'entre eux, comme Artamène ou le Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry, voire au théâtre, comme dans Nicomède de Corneille, l'image du héros réel se profile derrière des prête-noms plus ou moins transparents, à charge pour lui de ne pas faire mentir le portrait. Une telle gloire, nous dit Simone Berthière, s'abattant soudain sur un être encore jeune et mal préparé aux embûches de la vie de cour et grosse de danger, l'un des premiers réside en lui-même l'exacerbation de l'orgueil dû à son rang. Tout lui est dû. La conjonction de la naissance et du mérite justifie tous les privilèges et autorise toutes les ambitions. Il supporte impatiemment les limites, les lois, les interdits, mais du « tout est possible » au « tout est permis », la frontière est étroite et il se heurte au réel. Bonjour Simone Berthière. Bonjour. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous remercie de ces compliments, mais qui me font rougir. Mais non, mais ils sont vraiment très mérités. Vous savez, cette biographie est un essai sur la gloire, au sens où on l'entendait au XVIIe siècle, ou tout simplement, nous dirions-nous, sur la façon de gérer le succès, surtout lorsqu'on est très jeune. Il va mettre un certain temps, notre duc d'Enghien, il va mettre un certain temps, ce grand Condé, à réaliser ce qui lui arrive et à comprendre son changement de statut. Écoutez, ça vient assez vite, c'est au moment de Rocroi. Il a eu une éducation extrêmement sévère entre les mains d'un père qui voulait le protéger de toutes les embûches, d'une part, et d'autre part le préparer à régner éventuellement pour le cas où la dynastie de Bourbon ferait faux bond en cours de route. Bon, le rêve du trône, évidemment, s'effondre. Rocroi et la campagne qui suit, oui. C'est juste au moment où Richelieu vient de mourir et où Louis XIII lui-même vient à mourir. Ah oui. Donc, on est dans une période, pas de vacances du pouvoir, il y a un nouveau roi, mais il a 5 ans, le petit roi Louis XIV. Donc, c'est une régence, et c'est vrai que c'est une période fragile pour le régime, et qui permet toutes les espérances. Mais bien sûr, après le tour de vis donné à la noblesse turbulente par Henri IV d'abord et surtout par Louis XIII et Richelieu. Richelieu a été... Louis XIII et Richelieu sont morts tous les deux. Eh bien, on va pouvoir revenir au bon vieux temps où on faisait tout ce qu'on voulait. Et évidemment, il y a une régente, il y a un petit roi de 4 ans Donc et la 8 régente, mois. c'est la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. En même temps, apparaissent ensemble sur la scène, d'une part, le Grand Condé avec la victoire de Rocroi qui suit de quelques jours la mort de Louis XIII, et d'autre part, la nomination de Mazarin comme Premier ministre qui surprend tout le monde. On se dit, ma foi, il tiendra pas 6 mois. Et donc, évidemment, pour le héros du jour, qui en plus est très jeune, qui a tout pour lui. Il a 22 ans. C'est ça. Et il a la naissance, ne l'oublions pas. Oui, et la fortune. Il va bientôt être le premier prince du sang, qui en plus a fait au combat la preuve de son incroyable valeur. Il va bientôt pouvoir se montrer très exigeant, finalement. Oui. Et c'est ça que lui reprochera vite la régence. Oui, la régente, pardon. La régente, bien sûr. Sa victoire de Rocroi, qui est tout de même extraordinaire, dans la mesure où il regresse au dernier moment une situation quasiment désespérée, et aussi où il montre son propre goût du défi, du risque de la
mort. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'armée, vous savez, qui chargent à la tête de leurs troupes et qui s'exposent à être tués. C'est miracle qu'il ne le soit pas. Alors donc, il est l'idole de toute la jeune noblesse. Et du coup, il peut faire ce qu'il veut dans l'armée parce que tout le monde est prêt à le suivre. Et ça, c'est très dangereux pour le pouvoir. Il revient bientôt à la vie civile, mais avec, auréolé bien entendu de toute son importance, de toute sa victoire, et avec aussi quand même une sorte d'exigence par rapport à l'État. Alors la vérité, c'est que là, vous savez, la noblesse payait l'impôt du sang, ce qui la dispensait d'impôts sonnants et trébuchants. Alors elle se faisait tuer volontiers sur les champs de bataille, mais quand elle en revenait, elle réclamait récompense, et le roi devait payer ses services à leur mesure. Alors Condé, pendant 6 ans, de 1643 à 1648, remporte chaque année des victoires éclatantes. Alors, ce qu'il demande, ce sont des ressources pour mener ses campagnes, mais aussi un certain nombre de gratifications pour tous ses amis, bien entendu. Il demande, bien entendu, des gratifications pour tous ses amis. Et vous savez que dans tous les régimes, le pouvoir d'un homme se mesure aux faveurs qu'il est capable de faire obtenir à ses amis. Bien sûr. Bon, donc, comme il remporte toutes les victoires, il réclame tout. Il demande quasiment toute la France. Et il est évident qu'aucun pouvoir au monde ne peut tolérer qu'un chef d'armée détienne tous les leviers de pouvoir, toutes les nominations dans l'armée et même dans le civil. Et peut-être d'autant moins que le pouvoir en question est lui-même un peu fragile ou peut venir à douter de lui-même. Bien entendu. C'est Corneille qui disait « Qui donne sans façon, qui n'oblige personne, la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne ». Le problème de Condé, ça n'est pas de mal donner, c'est de mal demander. Il n'y met pas les formes, en quelque sorte. Il exige. Il tape du poing, carrément. Et il menace. Alors il va se lancer quand même assez vite dans la politique. Il est happé par la politique au moment de la révolte des magistrats contre la pression fiscale entraînée par la guerre contre l'Espagne. L'arrestation de Bruxelles, c'est toute cette fronde parlementaire. Les barricades dans Paris. Et il commence par se servir la régente et Mazarin, selon les conseils laissés par son père à son lit de mort. Parfaitement fidèle et légaliste au départ. Tout à fait. Bon. Et c'est lui qui mène le siège de Paris, qui vient à bout de la révolte des magistrats, de la fronde parlementaire. Mais ensuite, il réclame tellement qu'il se rend insupportable, non seulement à la régente d'ailleurs, mais à l'ensemble de la société nobiliaire, parce que lui et sa sœur ont une telle arrogance, ils traitent les gens avec un tel mépris que finalement tout le monde le déteste. Il est odieux. C'est ennuyeux pour une biographe d'avoir un personnage odieux. Bon, mais il se rattrape à l'affaire, rassurez-vous. Il se rachète. Grandement. Il se rachète. Et alors, en ce printemps 1649, écrivez-vous, Monsieur le Prince est d'une humeur exécrable. C'est le nom qu'il a, c'est le titre qu'il porte à la cour. Il n'a pas lieu d'être fier de lui. Sa gloire n'a rien gagné dans une opération très peu gratifiante qui ne lui a permis aucun exploit. Vous parlez donc de cette remise en coupe réglée. Habitué à l'encens des louanges accompagnant ses victoires, il souffre de cette perte de prestige et il prend très vite la mesure de ce désamour parce qu'il se trouve en porte-à-faux, ne se sentant bien ni à la cour, ni parmi les adversaires du ministre, en l'occurrence de Mazarin. Mais voilà, au sortir de la fronde, il est très mal à l'aise et il retourne finalement vers son milieu d'origine, qui est la haute noblesse d'épée. Alors il se montre très arrogant, il s'amuse aussi un peu aux dépens de la reine régente, d'Anne d'Autriche, avec l'affaire Jarzé. Il faut que vous nous racontiez ça en quelques mots. Écoutez, c'est-à-dire que tout le monde soupçonne Anne d'Autriche d'être la maîtresse de Mazarin. Elle est, je pense, amoureuse de lui, si vous voulez, mais en tout bien, tout honneur. Mais comme on la soupçonne d'être accessible tout de même aux hommages masculins, alors l'idée est venue de lui lâcher un petit maître, ami de Condé, qui lui fait la cour, qui lui fait des déclarations, et qu'elle s'en offense, elle le chasse. Et Condé exige sa réintégration. C'est quand même une offense personnelle très grave pour une reine. Ah oui, je crois qu'on ne peut pas imaginer, surtout avec le caractère espagnol, bien trempé d'Anne d'Autriche, l'humiliation qu'il lui a infligée. Et vous savez, aucune
une femme ne l'aurait bien pris, hein, ça Non. je vous le garantis. Non, je vous fais confiance, tout à fait. Et puis il y a l'affaire aussi du mariage du jeune duc de Richelieu, tout jeune duc de Richelieu, avec une Madame de Pons qui, elle, est un peu nettement plus âgée que lui, et pour des raisons, là encore, parce que ça arrange les affaires de la maison de Condé. Bon, c'est-à-dire que le jeune duc en question détient est le gouverneur de la place forte du Havre, qui arrangerait bien le beau-frère de Condé, qui tient déjà la Normandie, voilà. Vous racontez toutes ces anecdotes et vous montrez à quel point il est insupportable, ce Condé. Et il va se retrouver avec son frère en prison, finalement. Oui. Les voilà dans le donjon de Vincennes. Oui, vous savez, la régente n'a pas grand-chose à faire contre lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Il a les armées avec lui, il a une citadelle, une place forte en Berry, à Montrond. Bon, le seul moyen de le mettre un petit peu, de le calmer un peu, c'est tout de même de le mettre à l'ombre pendant quelque temps. La prison est confortable, hein. Ouais. On s'y fait servir par un traiteur. Bon, mais évidemment, il est enfermé, il le prend mal. Il le prend mal et sur l'histoire de France, ça aura des conséquences très importantes. Oui. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes toujours en compagnie de Simone Berthière. Et quelle compagnie, eût dit Bossuet. Condé, le héros fourvoyé, c'est le titre de sa très belle biographie qui sort comme d'habitude aux éditions de Fallois. Je dis comme d'habitude pour ce qui est des ouvrages de Simone Berthière. Pourquoi fourvoyer, Simone Berthière? On l'a laissé en prison, notre jeune Condé. Oui, alors il l'a délivré grâce à la pression exercée par toute la noblesse et une partie de la bourgeoisie d'ailleurs en sa faveur. Il est libéré au moment même d'ailleurs où Mazarin doit quitter le royaume. Eh bien, hein, c'est ça. c'est-à-dire que le départ de Mazarin est imposé par ceux justement qui viennent de tirer Condé de prison. Alors, il est absolument furieux, mais la régente joue et le divise avec ses alliés. Et finalement, au moment de la majorité de Louis XIV, qui est proclamé le jour de ses 13 ans, il s'aperçoit qu'il ne peut plus rien à la cour et il se réfugie en province, en Aquitaine, parce qu'il tient Bordeaux. Et de Bordeaux, il organise la guerre civile et il veut reprendre le pouvoir à Paris. Et là, il n'est plus question de légalisme du tout. Ah non, il a C'est-à-dire fait le saut. Dans l'illégalité complète, il va affronter les troupes royales. Vous nous parliez au début de l'émission de cette haute aristocratie nostalgique du bon vieux temps d'avant, hein, du temps d'Henri II ou même d'avant encore. Oui, ben, Et là, elle est enfin en mesure, avec la fuite de Mazarin, avec les difficultés auxquelles la reine régente est constamment confrontée, elle est en mesure de prendre ce pouvoir qu'elle guignait depuis longtemps. Et malheureusement, si je puis dire, malheureusement pour l'honneur de votre héros, Condé est à sa tête, là, il est dans le mauvais camp. Oui, mais disons qu'elle ne veut pas prendre le pouvoir, elle veut le reprendre. Elle veut le reprendre, c'est le ça. pouvoir dont elle disposait autrefois, au temps de la féodalité, et qui lui permettait évidemment de résister à l'autorité royale. Donc Condé se lance dans la guerre civile, ça marche pas. Mais c'est ça, Autour de Bordeaux, il n'est pas suivi par la moyenne noblesse. Comment peut-on expliquer que cet homme qui s'est montré si brillant dans un certain nombre de combats au moment de la fin de la guerre de 30 ans, comment se fait-il qu'il devienne mauvais, si je puis dire, dans la guerre civile? Écoutez, là, c'est une guerre entre Français. Oui. Et il y en a beaucoup quand même, parmi ses adversaires, qui hésitent et qui préfèrent le roi. Ça s'explique parfaitement. Il y a un sentiment monarchique réel qui se maintient, notamment dans ce qu'on appelle la noblesse seconde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas tout à fait en haut de la hiérarchie. Et qui sont plus fidèles au roi. Oui. Lorsque Condé se rend compte qu'il n'aboutit à rien, il va franchir le pas. Et cette fois, il va s'allier carrément avec une puissance étrangère. Voilà, mais il a commencé par perdre la guerre civile. Il est remonté sur Paris au prix d'une équipée absolument extraordinaire, en 8 jours à cheval, de nuit en se cachant. C'est fabuleux, enfin, c'est l'aventure... là, c'est un roman. Ah oui, tout à fait romanesque. Finalement, rejeté par les Parisiens, il est passé au service de l'Espagne, c'est-à-dire qu'il est allé à Bruxelles, puisque, comme chacun sait, les pays, ce qu'on appelait la Belgique actuelle, sous le nom de Pays-Bas espagnols, était une colonie entre les mains de Madrid. Le voilà donc bientôt au service de l'Espagne, se battant contre la couronne de France. Oui. Pour nous, avec notre regard actuel, c'est une trahison étonnante. Mais oui, alors tout à l'heure, vous m'avez demandé la signification de mon titre. Oui, voilà, le héros fourvoyé. Je n'ai pas répondu. Mais c'est-à-dire que c'est maintenant que je vous réponds. Il y avait deux chemins. Une bonne partie de ses amis ont choisi celui de la soumission. Le roi offrait l'amnistie.
Et lui, au contraire, a choisi de continuer. Donc, il se fourvoie, il prend le mauvais chemin, celui qui conduit à Bruxelles. Et est-ce qu'il n'a pas tout simplement commis une erreur? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé d'adversaire? Il pensait combattre Mazarin et il combattait Louis XIV en réalité. Écoutez, là, je pense qu'il s'est installé dans un déni de réalité. Ça l'arrangeait de se persuader qu'il combattait simplement Mazarin, un usurpateur étranger qui tenait la reine sous sa coupe. Bon, il se prétendait fidèle au roi. Mais il était évident pour tout le monde, à la date où il passe au service de l'Espagne, que c'était bien le roi qui était parfaitement d'accord avec son parrain. Louis XIV, à 13 ans, en avait vu beaucoup, il était très mûr. Il approuvait totalement la démarche de Mazarin. Si je puis dire, non seulement il a pris le mauvais chemin, mais il a choisi le mauvais cheval. Parce que, évidemment, il ne va pas dans le sens de l'histoire. Eh bien, écoutez, effectivement, il a quand même évité à l'Espagne quelques défaites. Il lui a offert un triomphe momentané qui a repoussé la paix de 2 ans. Mais finalement, il n'a pas pu bouleverser l'équilibre des forces qui était naturellement en faveur de la France. Donc, au moment de la défaite, après la défaite des Dunes, qui a été sans appel, l'Espagne a signé la paix des Pyrénées. Eh bien, et Condé, évidemment, a dû s'incliner. Il était vaincu, doublement vaincu dans la guerre civile et dans la guerre étrangère. Et vaincu dans sa fierté, oui, absolument très dur. inflexible. Et il n'avait que 39 ans en 1660. Il va vivre jusqu'en 1686. Encore 26 années à remâcher. Oui, on l'oublie toujours. Oui, non, mais vous avez tout à fait bien fait de revenir là-dessus. C'est une des découvertes que j'ai faites, moi, en lisant cette biographie. C'est toute la deuxième partie de la vie de Condé qu'on oublie généralement. Parce qu'on le voit amené à résipiscence, il est obligé de s'incliner. Le roi... Comment définir l'attitude de Louis XIV? Elle est assez ambivalente. Quand même. Au début, Louis XIV ne l'aime pas. Ah c'est Mazarin qui négocie, qui pense qu'il sera moins dangereux à l'intérieur que si on le laisse hors de France. Donc, on lui rend tous ses biens, dont la propriété de Chantilly à laquelle il tient. On lui rend tous les honneurs dus à son rang, mais on ne lui rend pas l'accès au pouvoir. Il ne participe pas au conseil où se prennent les décisions. Alors, il devient inoffensif avec le temps et puis il se préoccupe de la carrière de son fils. Donc, il a compris, il tire un trait sur toute ambition politique. Nos auditeurs connaissent évidemment le film Vatel, qui a rendu le château de Chantilly et son propriétaire d'alors célèbre. Et ça a été vraiment cette fête de la réception de Louis XIV à Chantilly, avec le suicide qui se termine bien sûr par le suicide de Vatel, et le symbole en quelque sorte des efforts désespérés de ce prince du sang, de ce premier des princes du sang, pour rentrer en grâce. C'est le signe de sa rentrée en grâce, le signe officiel. Mais ça se passe en 1671, c'est-à-dire 11 ans après son retour. Et Louis XIV lui avait fait savoir qu'il l'autorisait à l'inviter chez lui. Enfin, ça finit par arriver. Voilà. Plus d'une décennie après le premier pardon du bout des lèvres. Effectivement, la fête est splendide. Et Louis XIV lui confie ensuite à 2 reprises des armées, au moment du passage du Rhin et au moment de la bataille de Sénèf, où il peut s'illustrer encore. Seulement, il a toujours beaucoup exigé de son corps et il l'a payé par des crises. Non, mais par des maladies tout au long de sa vie. Il somatisait les contrariétés. Et là, il est vraiment usé, il a la goutte et il ne peut plus monter à cheval, il ne peut plus enfiler des bottes. Alors l'armée, c'est fini. Si on devait le définir comme caractère, c'est un grand nerveux. Oui, c'est un violent. Un violent. Et contre soi-même aussi. Eh bien, justement, alors à la fin de sa vie, il revient quand même sur son passé. Il n'a pas de remords. Il n'est pas coupable. C'est son malheur qui l'a conduit à trahir le roi. Il ne parle pas de trahison, il parle de malchance, il parle d'égarement passager, tout ce que vous voulez. À la toute fin de sa vie, dans ce qui est son testament. Je supplie, dit-il très humblement, Votre Majesté, de trouver bon que je lui écrive pour la dernière fois de ma vie. Je suis dans un état où apparemment je ne serai pas longtemps sans aller rendre compte à Dieu de toutes mes actions. Je souhaiterais de tout cœur que celles qui le regardent fussent aussi innocentes que celles qui regardent Votre Majesté. Je n'ai rien à me reprocher sur tout ce que j'ai fait. C'est quand même incroyable. Voilà. Quand j'ai commencé à paraître dans le monde, je n'ai rien épargné pour le service de Votre Majesté et j'ai tâché de remplir tous les devoirs auxquels ma naissance et le zèle sincère que j'avais pour la gloire de Votre Majesté m'obligeaient. Il est vrai que dans le milieu de ma vie, alors là quand même, j'ai eu une conduite que j'ai condamnée, le premier, et que Votre Majesté a eu la bonté de me pardonner.
J'ai ensuite tâché de réparer cette faute par un attachement inviolable à votre majesté, et mon déplaisir a toujours été de n'avoir pu faire d'assez grandes choses qui méritassent les bontés que vous avez eues pour moi. C'est magnifique, mais la trahison, bien, on passe l'éponge dessus. Et avec d'ailleurs l'assentiment de Louis XIV, parce que vous savez, Condé n'est pas le seul à avoir trahi. La plupart des grands ont trempé à un moment ou à un autre dans la Fronde. Alors, quand Louis XIV prend le pouvoir lui-même, après la mort de Mazarin en 1661, il pense que moins on parle de la Fronde, moins on remue ses vieux souvenirs, et mieux ça vaut pour la réconciliation nationale. Et peut-on dire que dans le quart de siècle qui sépare cette prise de pouvoir par Louis XIV de la mort du grand Condé, il y a eu un nouveau Condé, si je puis dire? Mais oui, alors réfléchissant sur son passé, eh bien, il a cherché la cause de son échec, et il a fini par la trouver dans sa violence, dans son incapacité à maîtriser ses passions. Et donc, n'ayant plus d'autres défis à lancer autour de lui, il était le souverain de Chantilly. C'est magnifique, il a adoré Chantilly, il en a fait une merveille, mais tout de même, bon, c'était une toute petite principauté. Alors, qui affronter? Eh bien, il n'a trouvé d'autres adversaires que lui-même, et il s'est appliqué à vaincre sa propension à la violence, et il est parvenu. Et donc, il est devenu alors un parangon de toutes les vertus dont Bossuet, dans l'oraison funèbre, peut faire un éloge dithyrambique. Voilà. Donc, c'est devenu un héros parfait. Il appartient à la maison de Bourbon, il lui fait honneur. Et malgré la trahison, Louis XIV lui octroie les obsèques nationales. Ben, bien entendu, mais c'est son cousin, ça va de soi. Louis XIV a besoin de héros, et il a aussi besoin de grands capitaines. Donc, Condé fait tout à fait l'affaire pour illustrer cette double exigence. Personnage torturé et passionnant que vous nous faites mieux connaître, Simone Berthière, dans ce héros fourvoyé. Condé, c'est aux éditions de Fallois. Merci beaucoup de nous en avoir parlé avec feu.